Nous abordons enfin le paysage. Et on ne peut pas parler de l'impressionnisme sans évoquer Impression Soleil Levant. C'est lui qui a baptisé tout un groupe d'impressionnistes. C'est Louis Leroy, par dérision, par moquerie. Mais vous savez, cette première exposition a commencé le 17 avril 1874. Mais la deuxième, 2 ans plus tard, ils avaient un titre maintenant. On se nomme maintenant, on s'annonce comme tel. Et c'est vrai que ce tableau, Monet l'a peint au Havre, où il a passé toute son enfance. Quelque part, c'est aussi rendre hommage à celui qui lui a passé le virus de plein air, c'est-à-dire Eugène Boudin. Et avant de vous voir ici, j'ai fait un tout petit tour très rapide dans l'une. Et dans une des dernières salles, j'ai vu un petit Boudin que je ne connaissais pas. C'est un lever de lune, mais regardez-le et vous verrez qu'il y a quelque chose de Boudin dans ce tableau. Et évidemment, il a été peint en 72, après la guerre contre la Prusse. Vous savez que Monet a déserté la guerre. Donc il est allé se réfugier, comme Pissarro d'ailleurs, à Londres. Il a bien fait. Peut-être on n'aurait même pas les nymphéas aujourd'hui. Vous imaginez le monde sans les nymphéas. Et il a fait 2 rencontres. Il a déjà découvert un peintre qu'il ne connaissait pas. C'était Turner. Évidemment, Turner le devance dans la recherche de l'insaisissable dans sa peinture. Et il a rencontré Durand-Ruel qui va devenir son futur galériste. Et voilà, ce tableau est annonciateur de ce qui va de plus en plus dominer dans ces paysages. Parce que des paysagistes, il y en a plusieurs. Monet sera le peintre de l'eau. Et d'ailleurs, Zola l'a vite compris, très vite. Mais avant d'aborder d'autres Monet, je voudrais qu'on parle d'une femme qui a eu beaucoup de mérite. Pourquoi il y en a si peu au Louvre ? Je parle, elles sont partout dans la peinture, mais où sont les femmes artistes au Louvre ? Où sont-elles au musée d'Orsay ? On peut les compter sur les 2 mains. Alors, elles sont moins talentueuses ? Mon œil, on les laisse pas rentrer à l'école des beaux-arts. L'école des beaux-arts, j'allais dire l'école des beaux-arbres. C'est une exclusion, évidemment, qui est nette. Encore merci Napoléon, je crois qu'il a fait beaucoup de mal. Et seulement quand on avait la chance, comme Berthe Morisot, d'avoir des parents riches, on pouvait avoir des leçons privées. Mais enseigner des filles était toujours beaucoup plus cher que enseigner des garçons. Vous trouvez ça normal, vous ? Bon, Berthe a réussi. D'ailleurs, elle a rencontré Manet pendant qu'ils copiaient tous les deux des Rubens. Donc, c'est des adeptes de peintres de couleurs. Tous les deux adoraient les Vénitiens, les Titiens, les Véronèses. Et évidemment, elle a été beaucoup, beaucoup représentée par Manet. Mais jamais en tant que peintre. Petit macho quand même, hein. Tout petit peu. Hein. J'adore Manet. Mais je voulais vous lire un petit extrait d'une lettre qu'elle a adressée à sa sœur Edma, qu'elle représente ici dans un jardin. J'ai choisi La chasse aux papillons, qui date de l'année de la première exposition impressionniste, mais ce tableau ne pouvait pas y figurer puisqu'il a été peint 2-3 mois plus tard. Mais il est très représentatif parce que qu'est-ce qu'elle peint surtout ? Des femmes, des enfants et un seul homme, c'est Eugène Manet. Donc elle est devenue Madame Manet, mais pas du peintre. Manet était déjà mariée avec Suzanne et donc elle aurait pu ne pas être aussi assidue parce qu'elle a assisté à 7 expositions sur 8
exposition impressionniste et elle n'avait pas besoin de ça pour vivre. Elle disait « Je n'obtiendrai mon indépendance qu'à force de persévérance et en manifestant l'intention de m'émanciper. Il fallait bien le faire. » Donc, il fallait s'émanciper par rapport aux hommes. Et elle l'a bien fait. Et en juin, vous aurez une exposition qui lui est dédiée au musée d'Orsay. Encore une raison pour revenir, même si vous le connaissez, il y a toujours des choses nouvelles qui s'y passent. Hein? Donc, elle va surtout peindre dans les jardins. Est-ce que c'est parce qu'en tant que femme, elle se sentait plus sécurisée, moins embêtée par des gens curieux qui auraient pu l'empêcher de peindre? Je ne sais pas, j'émets l'hypothèse. Voilà le paysage sous forme de jardin. Mais il y a une nouvelle thématique dans le paysage qui arrive avec la peinture de plein air, c'est la neige. Pourquoi il y en a si peu au musée du Louvre? Parce que si vous peignez que dedans, la neige, elle est blanche, ça n'a aucun intérêt. Or, il faut être dehors pour voir les ombres sur la neige, la lumière sur la neige. J'aurais pu vous y mettre Lapis de Monet. Mais vous savez que Lapis de Monet, c'est vraiment un tableau qu'on ne peut pas reproduire, il faut l'avoir en direct. Alors, Pissarro. Pissarro, il a réalisé ce paysage à Louvciennes également après son retour de Londres. Il vivait à Louvciennes déjà avant et à son retour, son atelier était pillé des dizaines et des dizaines de toiles. Donc il a dû refaire des tableaux qu'il avait déjà réalisés, notamment ce paysage de neige. Pissarro est un peu dans les pas de Millet. Quand vous voyez la majorité de ces tableaux vous parlent de la terre et vous sentez la pomme, le foin, c'est vraiment son élément préféré. Tandis que Sisley, il vous l'annonce tout haut, il dit « Je commence tous mes tableaux par le ciel d'abord ». C'est vrai, ça paraît simple. Méfiez-vous de la simplicité apparente, c'est souvent ce qui est le plus dur à faire, des choses en apparence simples. Et chez Sisley, on a souvent un point de fuite, contrairement aux autres paysagistes qui l'évitent, parce qu'ils évitent la perspective traditionnelle. Mais chez Sisley, c'est vraiment les lignes fuyantes qui nous entraînent vers le ciel. Sisley, c'est peut-être le plus pur des impressionnistes. Il n'a jamais fait des œuvres de très grande taille. Il n'a jamais vraiment eu la chance de profiter de la renommée. Malheureusement, c'est plutôt posthume pour lui. Et c'est peut-être le plus délicat. Chez lui, tout est beau, même un ciel gris. Parfois, on devrait regarder des tableaux de Sisley et on ne se plaindrait pas du mauvais temps. Hein? Et maintenant, le paysage urbain. Alors, quand vous regardez par l'horloge au musée d'Orsay, vous avez ce paysage que vous pouvez survoler en bas sur une maquette. Vous survolez une maquette qui vous parle du Paris d'Haussmann. Et ce Paris d'Haussmann, il est évidemment aussi visible donc de l'horloge. Et là, vous êtes dedans, vous êtes dans la gare et vous voyez tout de suite la différence avec la gare d'Orsay. Vous savez pourquoi la gare d'Orsay n'est plus une gare? Oui ou non? Parce que les trains arrivaient en 1900 par un tunnel. Et c'était une grande première en 1900 parce que tous les trains étaient toujours encore tirés par des locomotives. Mais tous les trains qui, avant d'arriver à la gare d'Orsay, devaient obligatoirement passer par la gare d'Austerlitz. Et à la gare d'Austerlitz, on échangeait la machine et c'était une machine électrique qui tirait les trains jusqu'à Orsay. Tout ça par un tunnel. Ça n'aurait jamais été possible auparavant parce que déjà, il fallait l'électricité. Et donc, la gare d'Orsay était la plus belle gare du monde, la plus moderne.
Et il n'y avait plus de vapeur, plus de fumée, et on pouvait admirer un décor complètement incongru pour une gare. Là, il n'y a pas de décor, là. C'était pas la peine. Le hall de gare est enfumé et plein de vapeur. Et donc, tant que les trains avaient la même longueur que le hall, tout allait bien. Mais avec le temps, les trains se rallongent et il arrive un moment où même les trains de banlieue ne rangeaient plus. Et quand je suis arrivée à Paris en 1975, pas 1800, hein, parce que moi j'ai un peu du mal avec les chiffres. En 1975, j'ai fait un tour en bateau-mouche comme tous les touristes. Et le guide disait « Regardez le bâtiment le plus hideux de Paris ». Et on parlait à cette époque de démolition. Ah ouais, on voulait démolir cette gare pour en faire un hôtel genre tour Montparnasse. On a échappé belle, hein. Après, ils ont laissé tomber l'idée de l'hôtel. Ils voulaient y construire quand même, raser la gare et faire le musée du 19e siècle. Et quand les historiens ont dit, vous ne pouvez pas démolir cette gare. Et alors ils ont dit, mais pourquoi on ne la transformerait pas? Voilà. Pourquoi? Et revenons à notre paysage urbain de Monet. Quand même, il faut que j'avance. Vous voyez bien que ce n'est pas cet immeuble typiquement haussmannien. Hein. Vous avez au 5e un balcon, gardez ça en mémoire. Il est toujours là. Ici, vous avez le pont de l'Europe, toujours là, ces immeubles aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette toiture a trouvé une extension et aujourd'hui, il y a les quais. Hein. Mais ce qu'on n'a plus, c'est évidemment les locomotives. Mais est-ce que c'est la locomotive qui intéresse Monet? C'est la vapeur. Et la vapeur est une autre forme d'eau. Dès que vous avez de l'eau dans un paysage, vous doublez la lumière. Voilà pourquoi Monet s'intéresse tant à l'eau. Et évidemment, n'oubliez pas qu'il connaît très très bien cette gare parce que c'est de là que partent encore aujourd'hui les trains pour Le Havre. Et c'est là où il a passé toute son enfance et il a la bougeotte. Il faut tout le temps qu'il y aille, coûte que coûte. Et à la fin de sa vie, il est même relié avec la mer et Le Havre par le fait qu'il va se faire construire un bassin. Là, je fais du coq à l'âne. Hein, et il va se construire un bassin dont l'eau vient du Rhu qui coule à l'extérieur de son terrain et le Rhu va ressortir dans l'Epte et l'Epte va rentrer dans la Seine et la Seine va déboucher à la mer. J'appelle ça une connexion ombilicale avec la mer. Et la mer, dans les deux sens, même M-E, accent aigu, R-E. C'est quand il a perdu sa mère qu'il a trouvé son don pour le dessin d'abord. Il avait 17 ans. Et c'est Boudin, à ce moment-là, qui lui a ouvert la voie à la peinture. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et voilà, donc, ce tableau n'est pas le seul qu'il peint dans la gare Saint-Lazare. Il a fait toute une série, la toute première, et il a dû demander l'autorisation au chef de gare. Et le chef de gare était super content parce qu'il croyait qu'enfin quelqu'un qui s'intéresse à notre métier. Il devait être bien déçu en voyant ce tableau. Hein. Il ne s'intéresse pas à son métier. Hein. Mais le chef de gare a pu de temps en temps arrêter le train pour Monet parce que Monet lui a dit ça serait bien que le chauffeur s'arrête un peu avant l'arrivée et l'autre laissez-le partir et demandez-lui juste de s'arrêter un tout petit peu. Oui, on peut faire arrêter même un train avec un peu de persuasion. Mais est-ce qu'on peut arrêter la vapeur? Vous voyez, il reste quand même un mystère qui m'échappe ici. Et vous savez que, heureusement, il y a un certain Caillebotte qui achète la gare Saint-Lazare et qui, lui, va, on pourrait imaginer, être accepté au salon avec ce tableau. Pas du tout. Non, mais vous vous rendez compte, ces hommes, ils ont des bras trop maigres.
En fait, cette scène de genre montre des torses nus. Et le nu, c'est sacré. Hein. Alors, je vais vous dire ce que dit un critique, j'ai pas retrouvé son nom, mais peut-être vous y arrivez. Faites du nu, messieurs, si le nu vous convient, mais que votre nu soit beau ou ne vous en mêlez pas. Vous avez compris la leçon. Quand vous représentez une femme nue, il faut qu'elle corresponde au beau idéal genre poupée Barbie, ou alors, pour les hommes, c'est Musclor, Superman. Et voilà que c'est Caillebotte qui va exposer ce tableau-là à la 2e exposition impressionniste. Et moi, je le trouve admirable. Il n'est pas du tout peint d'une manière impressionniste, il est vraiment réaliste, mais à partir des années 70, on les appelle des naturalistes. Et on ne peut pas dire qu'ils ne respectent pas les règles de la perspective. Vous prolongez chaque latte et vous arrivez à un point de fuite qui se situe hors champ, à peu près là, peut-être là. On est d'accord ? Et donc, c'est une vue plongeante sur des ouvriers. Et vous voyez, c'est ça aussi qui ne va pas. Une scène de genre avec des gens qui rabotent, ça n'a jamais été vu auparavant. Et vous savez que Caillebotte, il les a vus travailler dans cet appartement dans lequel il allait aménager. Ça se passe entre l'Opéra et les Galeries Lafayette. C'est un bâtiment... Si vous survolez Paris, vous voyez que ça fait un triangle avec évidemment les cours intérieures et vous verrez que c'est là où a habité Caillebotte au 5e étage et vous voyez le balcon typiquement haussmannien, les boiseries. Et là encore, c'est un tableau, il faut se mettre devant parce que vous allez les entendre gratter, et vous allez sentir les copeaux de bois. Est-ce qu'on regarde un tableau qu'avec les yeux ? Je pense que c'est tous les sens qu'il faut engager, et les enfants m'ont dit « ça sent le pinard ». Bon, alors voilà, si vous voulez. Mais ce que j'admire, c'est qu'il a vraiment bien observé le mouvement de celui qui va tirer sur son rabot et l'autre qui va le pousser. C'est admirable. Alors non seulement c'est un bon artiste, mais il est aussi collectionneur. Et grâce à lui, on a la gare Saint-Lazare, on a le bal du Moulin de la Galette, on a le balcon de Manet que vous montrera ma charmante amie Christine. Donc, merci Caillebotte. Mais vous savez qu'il est mort en 1994 en léguant toute sa collection à l'État, et l'État a dit non merci. Et il a fallu 2 années de bataille. Monet, Degas, Renoir étaient toujours vivants, Manet non. Mais ils ont entre-temps gagné en reconnaissance et finalement ils ont eu plus de poids qu'un certain Jean-Léon Gérôme qui menait une bataille féroce parce qu'il disait mais vous les laissez rentrer, vous allez salir tout notre corps de métier. Alors là encore, nous on ne peut que se réjouir de ce genre de tableau. C'est une scène de genre et c'est vrai que tous ces gens dansent. Mais alors les critiques de l'époque ne voyaient que c'est pas un sol, ce serait un ciel orageux en début de soirée. Non mais on rêve. C'est pas le soir. C'est vrai qu'on pouvait y aller le soir, aller danser le week-end au Moulin de la Galette. Mais là c'est pas le soir. La lumière ici ne vient pas des lampes. Elle est filtrée à travers les arbres. Et c'est la lumière qui danse autant que les gens. Et vous savez que, encore une fois, on disait que les impressionnistes, ils racontent rien. Alors, certes, vous n'avez pas besoin de lire un livre pour comprendre ce qu'ils peignent. Vous n'avez même pas besoin de connaître leur vie. Parce qu'un impressionniste essaye de vous montrer ce qu'il a vu. Et en faisant abstraction de ce qu'il est en train de vivre. Et c'est vrai, quand on regarde les tableaux de Renoir, on dirait « Oh, la vie était belle » pour lui.
Mais non, la vie est déjà assez... Pour moi, un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et jolie. Oui, jolie. Il y a assez de choses embêtantes dans la vie pour que nous n'en fabriquions pas d'autres. En fait, il a devancé Matisse qui disait, pour moi, un tableau doit être un bon fauteuil. Mais, pareil. Hein. Donc, c'est des attitudes. Geoffroy indique de ce tableau que c'était l'un des plus complets résumés d'observations vitales et d'ambiance lumineuse. Griserie de la danse, du bruit, du soleil, un mouvement de la passion, une ombre qui gagne. Vous voyez que quand on les regarde, nous on sait qui a posé ici. Hein. Celui-là c'est Georges Rivière qui était un ami de Renoir et qui a posé. Mais on n'est pas obligé de connaître leur nom. Seulement, grâce à lui, on sait que ce tableau-là a été réellement exécuté à l'extérieur. Il existe évidemment d'autres versions préparatoires, mais celui-ci est vraiment réalisé dehors. Alors, on faisait objection de cette chaise. Où est le bois ? C'est la couleur de la chaise qui l'intéresse, pas le bois. On disait que c'est quelle robe, quel genre de tissu. Vous voyez, ces impressionnistes ne cherchent plus du tout à vous donner le sens tactile des choses. C'est vraiment la couleur et on sent quand même la légèreté de la robe. On peut imaginer qu'elle n'est pas en laine quand même. Hein. Mais vous voyez ici, il y en a deux qui nous regardent. Si vous voulez faire un tableau où vous avez envie que le spectateur fasse partie, il faut qu'il y en ait au moins un qui vous regarde. Donc ces deux-là nous regardent. Et vous savez ce que m'ont dit les enfants ? La lumière est coquine, elle caresse les fesses de la dame. Et ils m'ont dit aussi que ces deux-là, ils allaient se marier. Et il y en a un qui m'a dit, mais il y en a une qui boude. Alors moi, je ne la voyais pas. Je me suis dit, est-ce que c'est de cette petite fille qu'il parle ? Il me dit, non, 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 regarde au loin. Et voilà. C'est ça la vieillesse. Je ne l'ai pas vue. Je ne l'avais pas vue. Je n'avais pas vu qu'elle boudait réellement. Et vous voyez ce monsieur, alors à vous d'imaginer ce qui s'est passé. D'après les gamins, il a dragué une autre. Voilà. Maintenant, c'est trop tard. Et c'est un film, ce tableau. Et il nous parle de choses dont Jean Renoir va beaucoup s'inspirer de cette vie-là qui habitait la peinture de son père. Hein? Alors, voilà. Quand on parle de Renoir, impossible de ne pas parler de nu. Essayez de faire comprendre qu'un torse de femme n'est pas un amas de chair en état de décomposition. C'était les mots Albert Wolff. Et selon Albert Wolff, de nos jours, il suffit de jeter de la couleur sur le tableau et de signer, dire je m'appelle un impressionniste et c'est un chef-d'œuvre. Alors Albert Wolff était parmi ceux qui étaient les plus virulents. Évidemment, quand on a une pâte d'amande blanche et rose dans la tête, on ne peut pas comprendre d'où viennent les taches ici, bleues, vertes, jaunes, que ça soit le reflet du soleil, ça leur échappe. Et effectivement, les nus de Renoir étaient très scandaleux. Alors Renoir était mince, vous le savez, depuis très jeune. Mais plus il vieillissait, plus il perdait du poids. À la fin, c'était vraiment presque un squelette. Mais plus il maigrissait, plus il donnait de l'ampleur à ses modèles dans sa peinture. Est-ce que vous suivez ? En fait, il avait une maladie qui le faisait atrocement souffrir. Jamais il dit « Regardez-moi, je suis pauvre, je peux... » C'était vraiment... Et même s'il était en fauteuil roulant, il peignait jusqu'au bout, mais que ça ne se voit pas qu'il a mal. Et tout ce qui n'a plus sur son corps, il le projette sur la toile. Peut-être ça pourrait vous faire aimer même ses dernières toiles, hein, au-delà de l'impressionnisme, parce qu'il peint jusqu'au bout, et il est mort en 1919. Degas
est aussi, bien sûr, un des artistes qui peint beaucoup de nus. Mais au point de départ, avec un tableau comme ça, il espérait rentrer dans la peinture officielle, puisqu'il l'a exposé au Salon en 1865, mais ce tableau est presque resté inaperçu. Et ce tableau a 2 titres. En fait, il est peint sur papier, marouflé sur toile, et il s'appelle Scène de guerre au Moyen-Âge. Donc le Moyen-Âge, parce des hommes en armure, et voilà, l'archer ici en habit moyenâgeux. Je peux tout de suite vous dire qu'il n'y avait pas d'hommes qui posaient pour Degas, il y avait 2 femmes pour tout le tableau, une qui avait des cheveux courts et une autre avec des cheveux longs. On a un dessin préparatoire et en fait c'était une femme qui jouait ici l'archer, qui tire sur les pauvres femmes. Et donc le deuxième titre, plus obscur, Les malheurs de la ville d'Orléans. Et alors là, les historiens avaient un peu de mal parce qu'on voit bien une cathédrale là, mais c'est pas celle d'Orléans. Alors il y a un loup. Les titres étaient écrits à la main et en fait, Degas avait abrégé Nouvelle par N-V-L-L-E. Et ça se lit facilement comme ville. Quand on n'est pas alerté qu'il avait de la famille à la Nouvelle-Orléans, New Orleans. Au moment où il peint cette scène, sa famille reçoit la famille américaine qui leur parle de la guerre de sécession. Et donc on lui parle d'horreurs faites aux femmes. Et il a vu évidemment aussi la mort de Sardanapale. Il l'a vu un peu avant, en 61. Ce tableau était exposé chez Martinet sur les grands boulevards. Donc ça l'avait marqué. Et il aime aussi Goya. Et évidemment, son dieu à lui, c'est Ingres. Ingres qui lui dit « faites des lignes d'après nature ou de mémoire ». Et évidemment, on a ici une allusion à Angélique et Roger de Ingres. C'est vrai que beaucoup de ces attitudes féminines, même celle qui est par terre, vous allez les retrouver dans ses baigneuses à lui. Mais 20 ans plus tard, ce tableau est resté un peu chez lui comme un dictionnaire dans lequel il pouvait s'inspirer pour des attitudes très anti-académiques. Cette femme-là, un jour, va devenir une qui va se coiffer, vous voyez. Donc, quelles sont ces fameuses baigneuses de Degas ? Ce sont des femmes occupées à leur toilette, et ici, la femme au tub. Ce tableau est un pastel, et le pastel permettait à Degas peut-être d'adoucir un peu le côté cru pour l'époque d'une scène pareille. On est loin des Diane Aubin, de Bethsabée ou de tous ces sujets antiques. Là, on est voyeur. C'est un peu comme si on regardait par le trou de la serrure, et évidemment, ça c'est typique pour Degas. Il nous fait toujours croire que c'est fait comme ça. Et il faut se méfier, parce que chaque tableau est la somme de beaucoup d'esquisses et de croquis pour qu'il trouve l'agencement final qui provoque en nous l'idée d'instantané. Et ce que j'admire dans ce dessin, c'est que vous voyez ce plan de table qui n'est pas au même niveau que le sol, mais évidemment plus proche de nous. Il n'y aurait pas cette brosse qui dépasse ou cette anse qui dépasse, on ne pourrait pas en être si sûr que ça. On serait dans la confusion. Et évidemment, Degas innove ici avec une manière de représenter le corps de femme. Il l'a dit parfois, je les ai regardées comme des petites bêtes, disait-il.
Vous savez, on dit toujours qu'il était misogyne, mais regardez plutôt la manière dont il représente toutes ces modistes, ces blanchisseuses, ces danseuses, et faites-vous votre propre opinion. Moi, je crois qu'il faut aimer et respecter beaucoup la femme pour avoir le courage de ne pas pratiquer de la chirurgie plastique à tout va, parce que le pinceau peut l'être, et de la présenter dans son intimité comme ça, je ne trouve pas du tout dégradante. Je suis une femme, mais à vous de juger. Maintenant, un dernier sujet que je dois aborder, qui était évidemment encore au milieu du 19e siècle, quasiment inexistant, c'est la nature morte. Dans ma langue à moi, on dit Stillleben, qui veut dire vie silencieuse. Et en anglais, still life, vie silencieuse. À vous de juger ce qui correspond mieux à ce genre de représentation. Évidemment, Chardin était un grand exemple, et pour Manet, pour Fantin-Latour, dont parlera Christine, et aussi de Cézanne. Bien sûr, ils ont tous regardé Chardin. Mais Manet avait vraiment une fleur préférée, c'était la pivoine. Et j'ai appris récemment que la pivoine est le symbole pour les Chinois d'un amour impossible. Il a fait au moins 60 tableaux avec des pivoines. Alors certains dans des vases et perdant une pétale ou deux. Ensuite coupés, et vous voyez là vous avez le sécateur. Et d'où vient son amour pour cette fleur? Et vous voyez, il leur donne une ampleur. La monumentalité d'une œuvre n'a rien à voir avec sa taille réelle. Vous êtes d'accord? C'est une œuvre monumentale. Alors, vous le connaissez probablement tous, la décadence des Romains de Thomas Couture. Saviez-vous que Thomas Couture était le maître de Manet et que Manet a étudié 6 ans chez lui, entre 1850 et 1856. Et d'ailleurs, la prochaine fois quand vous le regardez, vous allez chercher Coluche dans ce tableau. Et un jour, un groupe de gamins, ils m'ont dit « Non, laisse tomber la peinture, t'as pas mieux ». Et je passe devant cette toile et ils me disent « Stop, qu'est-ce que fait Coluche dans ce tableau ?» Alors, c'est lui Coluche. Mais sérieux, on le rase, on lui met des petites lunettes rondes, c'est sosie. Non, c'est Thomas Couture. Et finalement, il n'y a pas de hasard. Tous les deux étaient artistes et tous les deux ont mis leur art au service pour secouer un peu la société, pour leur faire comprendre que pendant que nous, on se gave et là, on jette l'argent par la fenêtre en mangeant, en buvant plus qu'il ne faut, mais il y en a qui n'ont rien à manger. Vous voyez, les restos du cœur d'un côté et la décadence des Romains de l'autre. C'est pour ça que Manet a choisi cet artiste comme peintre officiel qui l'initie à tout ce qu'il faut savoir. Parce que lui, au moins, il avait quelque chose à dire. Et vous voyez, là, vous avez cette pivoine à terre et on retrouve notre Manet. Hein? Je ne peux pas faire un cours sur la peinture du musée d'Orsay sans vous montrer mon tableau préféré. Et ils ne veulent pas me le donner, pourtant il est tout petit. Si vous êtes capable de faire avec si peu un tableau, faites-moi signe. Seulement un très grand artiste peut faire ça. En plus, Manet, qui aime les contrastes parce qu'il adore la peinture espagnole, là, il a fait ton sur ton. Et la prochaine fois, avant de faire cuire les asperges, mettez-en une sur une table, de préférence en marbre, ça serait encore mieux, et vous la regardez. Et vous aurez l'impression de ne jamais avoir regardé vraiment une asperge. Et je suis un peu en retard, mais je dois vous raconter. Manet avait fait une botte d'asperges
un tableau un peu plus grand que ça. Et un certain Ephrussi dit « Combien Manet j'achète ?» Et Manet met 800 francs oui, il dit 800 francs, Manet, et Ephrussi met 1000 sur la table. Alors Manet cherche à lui rendre 200. Non, 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 laissez tomber, votre botte d'asperges vaut bien ce prix. Et Manet retourne en atelier, fait ce tableau, lui envoie empaqueté avec une petite note sur laquelle sera écrit « Il vous en manquait encore une à votre botte ». Alors la botte d'asperges se trouve à Cologne, au musée Wallraf. Bon, et maintenant on aborde vraiment déjà la modernité qui naît à la fin du XIXe siècle. Est-ce que le cubisme pourrait être envisagé sans Cézanne? Vous voyez Cézanne qui admire Manet, qui dit un tableau est plat, mais moi je veux montrer aux gens qu'il y a une troisième dimension, mais sans tricher. Il connaît la perspective. Et il connaît aussi le modelé, mais lui, il préfère la modulation de la couleur. D'ailleurs, chez lui, il y a des contours et après, il y a quelque part toujours un passage. D'ailleurs, il parle d'une nature morte comme quelque chose qui est toujours vivant et même quand ça ne bouge pas, il y a des conversations entre eux, entre les fruits, entre les objets. Mais je parie que votre table à la maison, elle est parallèle au sol. Est-ce qu'elle l'est, elle? Non. Regardez ce panier. On le voit de face, mais on voit aussi ce qui est dedans. C'est impossible. Donc, déjà, plusieurs points de vue. Là, il y a une poire énorme. Seulement, quand on est très près, on la voit comme ça. Mais là, une toute petite pomme. Alors là, il recule. Et maintenant, faites l'effort. Enlevez la nappe de la table et regardez où aboutit la table ici. Oups! Et les enfants me disent « Oh, la table a bougé, hein !» Pas la table, l'artiste. Et vous voyez, en abordant la même réalité de plusieurs angles de vue, mais c'est un peu logique que Picasso aboutira au cubisme. En plus, en 1907, Cézanne est mort depuis 1 an. Il y a cette exposition qui lui dévoile le génie de cet artiste qui était bien en avance de son temps. Et la même année, il voit pour la première fois l'art africain au Trocadéro. Et Picasso, à ce moment-là, dit « Ça y est, j'ai compris pourquoi j'étais peintre. » Et que la peinture ne servait pas à décorer les appartements. Donc voilà un artiste qui va peser lourd, pas seulement pour les cubistes, pas seulement pour les fauves. Matisse, Derain, tous admirent Cézanne plus que tout, mais il y a aussi les Allemands. Alors il faut que vous allez voir l'exposition Franz Marc, August Macke. Ils font partie du Cavalier bleu. Et même en Allemagne, Cézanne, au début du siècle, XXe siècle, est un dieu.